Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 12 heures partout au Sénégal. Bienvenue dans le grand journal de la mi-journée. À la une de l'actualité, l'indignation des autorités sénégalaises après les traitements inhumains infligés à des Sénégalais en situation irrégulière en Mauritanie. Indignation officiellement exprimée aux autorités de Nouakchott selon la ministre des Affaires étrangères qui l'a dit aux députés. L'Assemblée nationale réunie en séance plénière à l'instant. À l'ordre du jour, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le Sénégal et le Maroc en matière d'assistance aux personnes détenues et de transfèrement des personnes condamnées. Nous irons à l'hémicycle. Nous évoquerons la vaste opération de libération ou de récupération du patrimoine bâti de l'État. La SOGEPA, intraitable, il n'y aura pas de dérogation ni pour la cité Faisal, ni pour Point E ou encore Mermoz. À suivre notre dossier du jour, il porte sur la problématique de la distribution des films africains en général, sénégalais en particulier. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de l'interdiction de sortie du territoire national. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. D'abord, ce procès inédit en Espagne impliquant un capitaine de pirogue de nationalité sénégalaise avec 3 autres membres de l'équipage. Il est jugé devant un tribunal des îles Canaries pour assassinat. Selon l'accusation, ils auraient jeté par-dessus bord 4 candidats à l'émigration clandestine parce qu'ils les accusaient d'anthropophagie lors de la traversée. Fama John. La pirogue en question est partie de Bassoul dans la région de Fatick. À bord, 178 hommes, 10 femmes et 9 mineurs. La pirogue a quitté la localité le 28 novembre. Au 3e jour du voyage, c'est-à-dire le 30 novembre, un des passagers sénégalais se met à crier. Là, il est accusé par le capitaine de la pirogue d'être un vampire. Il sera enchaîné, battu. L'intervention de son frère et d'un ami n'y feront rien. Tous les 3, avec un autre migrant de nationalité étrangère cette fois-ci, seront donc jetés en mer alors qu'ils étaient en vie, les mains ligotées. Marie-Louise Ndiaye, journaliste spécialiste des questions migratoires. C'est une affaire inédite qui a été rendue publique par la Guardia Civile espagnole dans un communiqué du 19 février 2025. Et dans ce communiqué, les gendarmes espagnols ont donné l'information sur l'arrestation de 7 capitaines pirogues qui avaient quitté la Gambie pour faire escale à Bassar avant d'arriver dans les îles espagnoles. Le 3 novembre, la pirogue arrive à El Hierro, une île espagnole avec le reste des migrants. Des survivants racontent le drame. La Guardia Civile espagnole, après avoir recueilli les témoignages, parle de cauchemar et procède à l'arrestation des membres de l'équipage composé de Sénégalais, de Gambiens, de Bissau-Guinéens. Ils sont accusés d'assassinat, d'encouragement à l'immigration irrégulière. Marie-Louise Ndiaye, Le ministère public qui a visé l'assassinat et plusieurs autres inculpations a pour la première fois eu à traiter des cas concernant des capitaines de pirogue poursuivis pour assassinat. En général, tous ces capitaines-là qui comparaissaient devant la juridiction espagnole étaient jugés pour des faits d'homicide involontaire. Ainsi, les 3 Sénégalais sont décédés durant la traversée de l'Atlantique. D'après les informations, un bébé de nationalité gambienne a également jeté en mer l'enfant qui pleurait, accusé de sorcellerie. Venons-en maintenant à cette réaction des autorités sénégalaises après l'arrestation et le renvoi de Sénégalais en situation irrégulière en Mauritanie. Une réaction d'indignation révélée par la ministre des Affaires étrangères Yacine Fall aux membres de l'intercommission des Affaires étrangères et des lois lors de l'examen en commission il y a quelques jours du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le Maroc et le Sénégal en matière d'assistance aux personnes détenues et de transfèrement de personnes condamnées. Voici un extrait de la lecture de ce rapport ce matin en plénière avec le rapporteur Abdou Khadro Sonko. En ce qui concerne la situation des Sénégalais détenus en Mauritanie, Madame la ministre a d'abord rappelé les liens qui unissent nos 2 pays
en précisant que les autorités des deux pays ont engagé des discussions très avancées sur de nouvelles conditions d'obtention des titres de séjour pour les ressortissants sénégalais résidant en Mauritanie. Ainsi, elle a informé que la Mauritanie s'est engagée à transmettre à notre gouvernement les modalités d'obtention du titre de séjour et de la carte de résidence pour nos compatriotes avant la fin du mois de mars 2025. Cependant, il convient de noter que la Mauritanie est actuellement confrontée à la pression de la migration irrégulière liée à la crise dans la sous-région. Toutefois, elle a fait part du fait que les autorités sénégalaises ont exprimé leur indignation face au traitement inhumain subi par les personnes arrêtées et rapatriées de manière involontaire par la Mauritanie. Elle dira également que les autorités sénégalaises ont entamé avec celles de la Mauritanie des discussions au sujet de nos ressortissants et ont insisté sur le respect de leurs droits. Allons justement à l'Assemblée nationale où la séance plénière sur ce projet de loi se déroule à l'instant. En direct avec nous, notre reporter sur place, Salimata Aou. Bonjour. Bonjour Suleiman. Alors, après la lecture du rapport de l'intercommission, les débats sont ouverts maintenant et les députés prennent la parole à tour de rôle. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Effectivement, Suleiman, cette question des Sénégalais persécutés en Mauritanie a occupé les débats, poussant même certains députés à demander au ministre des Affaires étrangères à exiger un retour aux Mauritaniens résidents au Sénégal le carte de séjour et pour aussi tous les autres pays où nos compatriotes où le carte de séjour est exigé à nos compatriotes. Alors, pour revenir, Suleiman, sur le projet de loi, c'est une ratification de la convention entre le gouvernement du Sénégal et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfert des personnes condamnées. Alors, comme vous l'avez dit, cette loi a suscité des débats liés à l'extradition, ce qui a poussé les élus à demander des éclairages sur les personnes ciblées par la dite convention. Ici, Yassine Fall a précisé que la convention s'applique uniquement aux personnes arrêtées et au transfert des condamnés et par conséquent, cet accord n'inclut pas l'extradition des individus. Mais le ministre des Affaires étrangères a informé que des discussions sont en cours entre le Sénégal et le Maroc pour la négociation et la signature de 3 autres projets de convention judiciaire portant l'entraide en matière pénale, l'entraide en matière civile et commerciale et l'extradition. Suleiman, juste préciser que le consentement du détenu qui a le libre choix de revenir ou non et que 38 personnes ont déjà exprimé le souhait de purger le reste de leur peine au Sénégal. Juste rappeler que 172 personnes sont emprisonnées à Dakhla et 168 autres à Laayoune pour des délits tels que le trafic de migrants, les escroqueries et le vol. Suleiman, si vous n'avez pas d'autres questions, les débats se poursuivent au sein de l'hémicycle. Merci, Salimata Aou. RFM, la radio de toute l'actualité. L'activiste Ardo Gning a été déféré au parquet ce matin. Il est poursuivi pour propos contraires aux bonnes mœurs. Son arrestation fait suite à une virulente sortie contre le Premier ministre Ousmane Sonko. L'ancien ministre Mansour Faye, maire de Saint-Louis, tient une conférence de presse cet après-midi au siège de l'APR. C'est au lendemain de son interdiction de sortie du territoire national à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Mansour Faye devait se rendre à la Mecque pour effectuer le petit pèlerinage ou Umrah. Cité Faisal.e fan la Sogepa sur la piste de son patrimoine bâti. Les occupants de ces logements de fonction ont jusqu'au mois d'août pour libérer les lieux. Aucune transaction n'est possible, avertit la Sogepa, la société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État. Mohamed Ali Mouba. Plus que quelques mois pour libérer les villas de fonction. La Sogepa n'entend pas reculer d'un iota. Le patrimoine bâti de l'État va être récupéré. Eliman Pouy, le DG de la société chargée de la gestion du patrimoine bâti de l'État, la Sogepa. On a décidé d'engager la procédure de récupération en fonction
fonction de la nature du titre qui a été concédé à la personne qui occupe. Pour certains, c'est des attributions administratives, donc il va falloir retirer cette attribution par un acte de libération. Pour d'autres, c'est des contrats de location que l'État leur a consenti. Il s'est agi donc de faire des résiliations de ces contrats de location. Pour d'autres même, c'est des ventes par arrêté ministériel. Et donc, il va falloir engager la procédure pour l'annulation de ces arrêtés de vente. Beaucoup de familles se considérant propriétaires des lieux en question avaient entrepris des travaux de réaménagement. Elles y ont investi des millions de francs CFA et beaucoup même avaient développé un sentiment d'attachement au lieu. Ce n'est pas une raison selon le DG. Dans le contrat de bail qu'ils ont avec l'État, il est écrit clairement qu'aucun occupant n'a le droit d'entreprendre des travaux de rénovation sans en informer au préalable l'AGPB, que la SOGEPA a remplacé, sans obtenir l'autorisation écrite de celle-ci. Malheureusement, le constat fait sur le terrain, quasiment tous les propriétaires ont modifié sans demander l'autorisation de la SOGEPA et sans l'obtenir. Je crois qu'à deux exceptions près. Mais un bail emphytéotique, c'est avant tout un contrat de location. Ce n'est pas un contrat de vente. De Faisal, les familles ont reçu leur sommation pour quitter les lieux. Pas de traitement de faveur à Faisal, tout comme à Fan et à Point-E. Là, à Mermoz, il y a des villas au Point-E, il y a des villas en centre-ville. Donc, tout le monde est concerné. Que ce soit l'ensemble des personnes qui occupent des maisons et qui ne sont plus ayant droit. Nous allons dans la bienveillance, dans une démarche de concertation, les informer qu'ils ne peuvent plus continuer à occuper. L'État en a besoin pour redéployer ses fonctionnaires. Les occupants de ces maisons sont contre la mesure. Beaucoup rappellent qu'en 2008, le président Abdoulaye Wade avait signé un décret actant la vente des villas en question. Mais pour le directeur général de la SOGEPA, la procédure n'a pas abouti. 12h12. Les étudiants de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel l'ISEP de Matam ont manifesté ce matin. Ils réclament 5 mois d'arriérés de paiement de bourse et dénoncent aussi le retard dans l'achèvement des chantiers. Ali Bandelnion. En provenance de toutes les régions du pays, les étudiants de l'ISEP de Matam ont tenté de faire éclater leur colère dans les rues de la ville. Après avoir boudé le cours, ils avaient pris la direction des locaux de la RTS où il leur a été demandé de se disperser. C'est ainsi qu'ils ont pris le chemin du retour pour se retrouver dans la cour de l'ISEP qui squatte les locaux de l'ancienne mairie de Matam pour se confier à la presse. Je m'appelle Kanisso. Nous sommes en mouvement pour réclamer nos bourses. Car nous sommes là depuis le 19 novembre. Depuis ces mois, nous n'avons perçu aucun rappel ni bourse. Or que nous vivons dans des situations difficiles. D'après les informations, nous percevons en première année 20 000, en deuxième année 40 000. Nous voulons nos rappels, surtout nos rappels. Parce qu'avant les bourses, c'est les rappels. Pour le moment, nous décrétons 112 heures renouvelables. À partir d'aujourd'hui. Parce que c'est vraiment difficile. Avec le mois de Ramadan, là, c'est encore plus difficile. En plus du retard des paiements de leurs bourses, les étudiants de l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel de Matam exigent également la reprise des travaux en arrêt de construction de l'ISEP de Matam. Matam, Ali Bandelnian. RFM. À Ziguinchor, l'inspecteur d'académie a procédé à l'expulsion définitive de 3 élèves du CEM Bukot Sud pour des raisons de discipline. Il leur est reproché d'avoir proféré des insultes à l'encontre des membres du personnel par le biais de supports vidéo diffusés sur les réseaux sociaux. L'association régionale des parents d'élèves salue une décision exemplaire de la part de l'inspection d'académie de Ziguinchor. Mamadou Bari, point focal de l'UNAPES avec Lamine Ba. Bon, d'abord, nous déplorons ça, l'indiscipline que nous avons vue sur les enfants. Donc, vraiment, nous déplorons ça beaucoup. Les parents d'élèves, nous déplorons ça beaucoup et nous avons peur. Et nous saluons aussi la décision que l'IA a prise. Est-ce que vous pensez que la décision a été exemplaire? Ça va permettre d'empêcher aux autres élèves de faire ça? Oui, ça a été bien sûr exemplaire. Oui, c'est exemplaire. Oh, c'est vraiment, comment dire, c'est la non-responsabilité des parents. C'est irresponsabilité des parents. Donc il y a beaucoup d'enfants où ils ont raté l'éducation. Et en tant qu'APE régional, qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre ce genre de trucs? Nous les parents d'élèves vraiment, nous allons convoquer une assemblée générale des parents d'élèves pour parler de cette situation et de prendre des mesures. Vraiment, c'est de faire des sensibilisations, vraiment de sensibiliser les parents, de les informer, et de sensibiliser les parents et les élèves, seulement avec les réseaux sociaux là. Donc
Vraiment, nous avons beaucoup peur. Hein. Aux parents, c'est d'approcher les enfants et de les éduquer. On a intérêt d'éduquer nos enfants. Donc vraiment, nous déplorons cette situation. Et puis Djinné Maïmouna qui refait surface dans les établissements scolaires. Plusieurs élèves des filles notamment sont tombés en transe au CM Commune 2 de Koungheul entre hier et aujourd'hui. Elles sont victimes de crises d'hystérie, une situation qui inquiète dans cet établissement. Écoutons le témoignage de Ibrahima Diatta, professeur d'histoire-géographie au micro de Sornegueï. Nous avons vécu une situation très difficile. Des élèves qui tombaient en crise. On ne sait pas quelle est la cause de ces crises. Donc, plus d'une vingtaine d'élèves tombaient en même temps et criaient. Donc, ce qui a créé la psychose au niveau de l'établissement. Et le principal a fait venir les agents de sapeurs-pompiers. Une fois arrivés, ils ont évacué une part des élèves parce que ceux qui tombaient étaient très nombreuses et la plupart c'est des filles, ce qui a fait que nous avons décidé d'arrêter les cours. Toute la population de Koungheul convergeait vers l'école, d'autres prennent leurs enfants pour rentrer, d'autres sont évacués au niveau du district sanitaire de Koungheul. Voilà ce que nous avons vécu hier. Donc une situation compliquée, triste, parce que regarder des jeunes filles et des jeunes garçons crier comme ça, avec des crises qu'on ne sait pas quelle est la cause. Donc vraiment c'était une situation très difficile. Mais nous avons pu maîtriser cela avec l'aide des sapeurs-pompiers, de la Croix-Rouge et surtout l'administration de l'école et l'IF de Koungheul. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Revenons maintenant sur la situation au port autonome de Dakar. Après les statistiques de l'ANSD contestées par le directeur général du port, un ancien directeur de cette société estime qu'il n'y a pas lieu de polémiquer et qu'il faut se fier à l'ANSD. Pathé Ndiaye d'ajouter que la seule comparaison entre le port de Dakar et celui de Cotonou est une preuve de régression de ce poumon économique du pays. Il s'est entretenu avec Seydou Nourouba. Seydou Nourouba, que nous aurons dans un instant, je vous propose de l'entendre. Ancien directeur général du port autonome de Dakar, Souad Pathé Ndiaye, dit non à la polémique après que l'ANSD a donné des statistiques sur la baisse du trafic au niveau du port, des statistiques contestées par son directeur général, Walid Diouf Bodian. L'importation ont dû baisser parce que l'activité économique nationale aussi a baissé. On importe moins. Il ne peut pas y avoir la polémique là dont j'entends parler, elle ne doit pas exister sur les chiffres. Hein, que les chiffres de l'AN viennent du port, c'est les ports qui donnent les chiffres. Il ne doit pas y avoir de ça. Les chiffres là sont réels. Maintenant, c'est l'analyse. Et au niveau de l'analyse, peut-être qu'ils ne s'entendent pas. La régression du port de Dakar est une réalité selon Pathé Ndiaye, qui a aussi dit toute son inquiétude de voir ce poumon de l'économie du Sénégal comparé au port de Cotonou. Des ports comme les ports de Cotonou et autres sont devenus des concurrents du port de Dakar. Alors ça signifie qu'il y a sans doute une régression parce qu'à l'époque, nous, on n'avait pas beaucoup de concurrents. Abidjan et Lagos, mais les autres ports, c'est considéré comme disons, secondaire par rapport au port de Dakar. Mais toujours est-il que l'ancien directeur général du port de Dakar croit à son repositionnement si la qualité du service et surtout sa rapidité reste une priorité pour les autorités. Vous connaissez le problème que connaissent les importateurs pour faire sortir un conteneur du port de Dakar, semble-t-il, on met des jours parce que pour vous, il y a un problème de circulation, de fluidité de la circulation, l'encombrement des quais également. Moi, je pense qu'il faut faire des efforts dans ce domaine. La qualité d'un port, la rapidité des services fournis aux importateurs et aux exportateurs. Pour disposer d'autres informations ou des perspectives, nous avons tenté d'appeler d'autres anciens directeurs du port de Dakar. Enfin. Et puis un mot sur le mois de Ramadan. Quels sont les cas d'urgence médicale les plus fréquents? Ce sont entre autres des malaises dus à une hypoglycémie. Des douleurs gastriques sont aussi constatées.
Certains de ces cas sont liés aux jeunes, sont une occasion de rappeler l'intérêt de suivre les recommandations des médecins traitants selon les urgentistes. Awambaye. Le SAMU national, sur la liste de ses interventions de la première semaine du Ramadan, a noté ces cas d'urgence. Dr Abdallah Wad, le directeur. Nous avons eu quelques situations, malaise, on a eu des hypoglycémies. De temps en temps, quand même, nous avons des douleurs abdominales chez certaines personnes, surtout certaines ulcères, parce qu'on a eu des situations, un cas quand même qui était carrément d'ulcère. Et selon lui, une partie de ces urgences sont liées aux jeunes. C'est les diabétiques, souvent, ils ne mangent pas et ils prennent parfois donc leurs médicaments. Il y en a qui, même après les conseils donc, de leur médecin, ne respectent pas totalement ce qu'il leur avait dit, ce qui fait que pour avoir ces complications d'hypoglycémie pendant cette période-là. Presque même constat du médecin urgentiste, le docteur Amadou Gangue, qui est dans le privé. En tout cas, dans ma structure, au plateau médical d'abord, les principales urgences que nous recevons durant le mois de Ramadan, c'est plus les diabètes déséquilibrés, hypoglycémie, hyperglycémie, les crises d'ulcères gastro-duodénales. C'est des gens qui étaient connus ulcéreux ou non. Et ça donne aux gens et qui se rendent compte qu'ils peuvent avoir des violentes douleurs au niveau de l'estomac. Et ça, souvent, si la personne a eu à consulter avant et qu'il est suivi, les gens est possible, mais que ça soit encadré. Les personnes âgées, quant à elles, souffrent de déshydratation pendant cette période. Souvent, les sujets âgés, qui, avec l'âge, c'est un peu difficile, mais comme ils ont l'habitude de jeûner depuis très longtemps, ils pensent qu'ils sont plus sujets et souvent ils font quand même une déshydratation qui peut parfois être très sévère. Pour ces médecins urgentistes, il est important de suivre les conseils des médecins traitants, surtout pour les personnes âgées et les patients qui présentent un terrain particulier de diabète, d'ulcères gastriques et d'autres pathologies incompatibles avec le jeûne. RFM. L'actualité internationale. Le journal international à la présentation, Boubacar Dieng, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam réagit aux polémiques sur sa double nationalité après 2 mois de silence. Le président du PDCI, candidat naturel de ce parti à la présidentielle de 2025, est la cible d'attaques violentes en raison de sa double nationalité franco-ivoirienne et des origines sénégalaises de son père. Lundi à Abidjan, Tidiane Thiam est sorti de ses gonds répondant au RHDP, le parti au pouvoir. Les précisions de Gobia Yabi. Excédé par la polémique sur sa nationalité, le président du PDCI, Tidiane Thiam, craque et répond au RHDP, le parti au pouvoir. La vraie question qui se pose aux Ivoiriens, et je vais vous la poser, parce que les Ivoiriens souffrent, ils connaissent de grandes difficultés au quotidien. La seule question qui mérite d'être posée aujourd'hui est la suivante. Ces gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire depuis 15 ans, méritent-ils 5 ans de plus? Répondez-moi. C'est la question à laquelle les Ivoiriens vont répondre le 25 octobre 2025. S'il plaît à Dieu, chacun en 15 ans a pu se faire une idée de ce régime. Après 15 ans de mariage, on sait à quoi s'en tenir sur son conjoint. Alors, est-ce qu'il mérite 5 ans de plus? C'est la seule question, pas ma nationalité. Ça fait des mois qu'en première page des journaux, ils ne parlent que de ma nationalité. Qui parlent de leur bilan? Quand il fait en 15 ans, mérite-t-il 5 ans de plus? C'est la seule question, pas la nationalité de votre président. On essaie de transformer un débat présidentiel en un débat qui n'est pas digne de notre pays. La controverse a éclaté le 2 février dernier sur le plateau de la nouvelle chaîne ivoirienne NCI lorsque l'analyste politique Arthur Banga, proche du pouvoir d'Abidjan, avait affirmé que Tidiane Thiam ne pouvait pas être candidat à l'élection présidentielle car n'ayant pas renoncé à sa nationalité française. Face à la polémique, l'intéressé a officiellement déposé une demande de perte volontaire de nationalité française le 7 février dernier. Il a affirmé ne pas avoir agi sous pression, mais depuis, la polémique ne désenfle pas et ce à quelques 8 mois de la présidentielle de 2025. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Gobia Yabi, en bref, pour parler du conflit au Nord Kivu, c'est en République démocratique du Congo. Le M23 consolide son emprise sur le territoire de Masisi. Le groupe soutenu par le Rwanda pourrait y poursuivre son avancée vers Kassé-Béré sur l'axe qui mène directement à Walikali, centre, une localité encore sous contrôle des forces armées congolaises située à 120 km plus à l'ouest. Si cette localité tombe, l'AFC M23 bénéficierait alors d'un accès sur la route nationale numéro 3
Et face à cette menace, les autorités congolaises assurent avoir renforcé la sécurité dans la zone pour contenir la progression des rebelles Souleymane. Moscou, la capitale russe, visée par une attaque massive de drones ukrainiens. C'est dans la nuit de ce lundi 10 au mardi 11 mars, une attaque de drones attribuée à l'Ukraine, et cela intervient alors qu'une réunion importante entre les délégations américaines et ukrainiennes se prépare aujourd'hui en Arabie Saoudite. Sodetiam nous en dit plus. C'est la plus grande attaque de drones depuis le début de la guerre. 337 drones ukrainiens ont visé Moscou, causant la mort d'au moins 2 civils. Au cours de la nuit passée, les systèmes de défense anti-aérienne ont intercepté et détruit 337 drones aériens ukrainiens, dont 91 au-dessus de la région de Moscou et 126 au-dessus de la région de Koursk frontalière de l'Ukraine, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Les villes de Vitnoy, Domodedovo, Ramenskoye et le village de Sapronovo, situé au sud de la capitale, ont été touchés. Pendant ce temps, le président ukrainien Vladimir Zelensky tient une rencontre ce mardi avec les dirigeants américains pour négocier un éventuel accord de paix, probablement précédé d'un premier arrêt temporaire des combats. Lundi, le président ukrainien a rencontré le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, pour les premiers échanges, l'Arabie Saoudite faisant office d'intermédiaire dans ces discussions, en plus des États-Unis. Hier également, le président russe Vladimir Zelensky était à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour rencontrer le prince héritier saoudien. Sodetiam, avant de boucler, parlons de l'incendie déclenché par la collision entre un cargo et un pétrolier lundi en mer du Nord, au large de l'Angleterre. Cet incendie est toujours en cours. Le pétrolier Stena Immaculate, affrété par l'armée américaine, était à l'ancre à environ 16 km au large sur la côte est du Royaume-Uni quand il a été percuté par le porte-conteneur Solong dans des circonstances encore inconnues. Au total, 36 membres d'équipage ont été ramenés à terre sains et saufs. La collision a entraîné un énorme incendie et une fuite de kérosène faisant redouter une catastrophe écologique. Souleymane, c'était tout pour cette page internationale. Merci Boubacar Dian. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Quel encadrement pour protéger ou pour respecter les droits des personnes concernées tout en préservant les intérêts du Sénégal? Nous allons débattre, vous l'avez compris, de l'interdiction de sortie du territoire. Prétexte l'incident survenu hier à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar avec l'interdiction de sortie du territoire opposé à Mansour Faye, maire de Saint-Louis et ancien ministre. Pour en parler, nous serons avec Denis Ndour, vice-président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, LSDH, et El Amatiam, juriste, président de Justice sans frontières. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Dernière ligne droite pour les Lions U17. Le sélectionneur du Sénégal parle de son ambition. Son ambition pour cette Coupe d'Afrique des Nations des U17 est prévue au Maroc donc à partir de ce 30 mars et ce jusqu'au 19 du mois d'avril. L'équipe nationale du Sénégal qui poursuit sa préparation avec l'ambition de revenir au Sénégal avec sa couronne de champion d'Afrique. Papa Ibrahim Faye, leur entraîneur, s'est entretenu ce matin avec Sodekam. La préparation continue. Donc l'équipe nationale des U17 se prépare pour donc, la Coupe d'Afrique qui aura lieu au Maroc en fin mars, le 30 mars. Le calendrier est même sorti hier. Dans un premier temps, nous jouerons donc la Gambie. En deuxième match, nous jouerons la Tunisie. Et en troisième match, nous jouerons donc la Somalie. Nous logeons à El Jadida. Le terrain, ça sera à El Albibi. Donc voilà, on se prépare. Actuellement, je me retrouve avec 23 joueurs. Alors, parmi les 23, 21 seront présélectionnés pour définitivement jouer la Coupe d'Afrique. Nous avons donc passé les IRM. Aujourd'hui, là où je vous parle, un autre groupe est allé donc faire les IRM. On joue des matchs amicaux quand même avec des équipes d'ici des centres et des équipes de L1, L2.
Le Sénégal est dans la poule C en compagnie de l'équipe de la Gambie, de la Tunisie et de l'équipe de la Somalie. La Coupe d'Afrique des Nations de football, donc on en parle. On parle également de la 14e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football prévue demain, mercredi au Caire en Égypte. Motsepe, le Sud-Africain, est le seul candidat pour ce poste, donc il sera réélu. Occasion sera également donnée au membre de la CAF pour renouveler le comité exécutif de la Confédération africaine, mais également désigner les membres qui vont représenter le football africain au niveau de la FIFA. Ligue des Champions, on joue les 8e de finale, retour ce soir. Avec ces rencontres prévues à partir de 18h45, Inter Milan face à l'équipe de Feyenoord de Rotterdam. En Allemagne, le Bayern de Munich se déplace sur la pelouse de Bayern Leverkusen. L'équipe du FC Barcelone, endeuillée par le décès de son médecin, joue à domicile face à l'équipe de Benfica. En Angleterre, Liverpool, leader de la première ligue anglaise, reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain. À l'aller, les Anglais avaient réussi le hold-up parfait au parc en battant les Parisiens sur 1-0. Un but qui avait été marqué dans les ultimes minutes en conférence de presse hier. L'entraîneur de Liverpool a déclaré s'attendre à un match difficile au moment où les Parisiens veulent réitérer le coup, priver les Anglais de ballon et marquer cette fois-ci des buts pour passer en quart de finale. Merci Malal. RFM, reportage. Le dossier de ce midi, la distribution de nos films en question. Les films sénégalais et africains manquent de visibilité, surtout pour leur propre public. Nos chaînes de télévision n'achètent pas ces films. Les salles de cinéma concentrées dans les capitales des jeunes tentent de changer la donne. C'est un dossier réalisé par Anna Rocha. Au marché international du cinéma cette année à Ouagadougou, le MICA, 2 stands de professionnels sénégalais. Certes, le métier de distributeur de films est de plus en plus connu, mais au Sénégal, il reste le maillon faible de la chaîne. Ousseynou Thiam est le fondateur et directeur de Mobiciné Sénégal. Mobiciné est là un peu pour tropicaliser notre modèle d'exploitation et de distribution. Mobiciné a une identité particulière parce que nous, on est dans ce questionnement permanent qui nous permet de toujours faire les efforts pour multiplier les possibilités ou les opportunités pour l'exploitation et aussi développer des pistes, identifier de nouvelles zones, toujours tendre à accroître notre présence au niveau des territoires. Plusieurs jeunes structures se sont aujourd'hui positionnées dans cette filière. C'est le cas de Waoukoumba qui porte depuis plusieurs mois le film Demba de Mamadou Dia, sélectionné au dernier FESPACO dans la course à l'étalon d'or de Yenenga. Oumoudié Gagnon en est la cofondatrice. Jusque-là, on ne peut pas dire, en tout cas ici, qu'en Afrique, la distribution nourrit son nom. C'est pas encore une activité rentable? Non, pas du tout. Parce que là, pour rentabiliser, il faut d'abord avoir des recettes à la fin. Je pense qu'on a un problème de public parce que le public africain qui, de base, avait une culture cinématographique, l'a perdu. À un moment donné, on a fermé des salles. Le public s'est déconnecté. Quand je fais de la vente, je donne sur beaucoup de plateformes. Il y a les salles, il y a les festivals, il y a les SVOD. Aujourd'hui, nous, on essaye à Waoukoumba Film de réinventer, de tester de nouveaux modèles de distribution. Le problème n'est pas spécifique au cinéma sénégalais. Il est commun à presque toutes les cinématographies africaines. Même si les médias en parlent, nos films manquent toujours de visibilité. Ils tournent dans les festivals, loin du grand public. Claire Diao est la fondatrice de Soudou Connexion, une société internationale de vente et de distribution de films panafricains créée en 2016. Dans notre industrie cinématographique, nous avons énormément de cinéastes et énormément de producteurs. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des salles de cinéma sur le continent et quelques-unes quand même intéressées pour diffuser des films d'auteurs et des films africains. Mais nous manquons de distributeurs pour porter cet élan. Donc je pense que c'est un travail de longue haleine de se faire identifier par nos interlocuteurs et nos partenaires, mais que la demande est de plus en plus grande puisqu'année après année, les gens nous recontactent pour nous demander quels sont nos nouveaux titres, qu'est-ce qu'on a à proposer. Et c'est aussi les confronter dans leur méconnaissance des cinémas d'Afrique. Ce tel challenge, d'ailleurs on vient de lancer ce mois-ci une Soudou Academy pour former des mobilisateurs et mobilisatrices dans différents pays d'Afrique francophone qui vont s'essayer à l'occasion de la sortie de nos films en salle à programmer des films, mobiliser du public. Le contenu de nos productions cinématographiques est bien sûr un autre débat. Electronic Corp et Beko vous offrent votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba.
Bonjour. Mansour Faye bloqué à l'aéroport, Marième Faye folle de rage. La colère de sa sœur, Marième Faïsal, l'ex-première dame, répondant aux questions de RFM. Elle met les nouvelles autorités devant leurs responsabilités. Vox Populi répercute sans attendre ses propos. S'ils peuvent, ils n'ont qu'à nous arrêter, nous tous. Il y a quelques mois, c'est ma mère qui avait été convoquée à la gendarmerie. Depuis 9 mois, il fouille partout, mais ne trouve rien. Là, il lui oppose la force pour le débarquer et l'humilier. Marième Faïsal brise l'omerta et explose de colère, constate l'observateur. Mansour Faye, qui était en partance pour la Mecque, s'est vu notifier verbalement l'interdiction. Très mécontent lui-même, Mansour Faye affiche sa colère sur sa page Facebook. Je voudrais, dit-il, informer que j'ai été injustement interdit d'embarquer dans le vol de Air France à destination de Jeddah via Paris. Je ne fais l'objet d'aucune procédure ni d'aucune enquête, encore moins d'une quelconque accusation en quoi que ce soit. Mais si c'est pour des questions politiques, eh bien cette autorité va continuer à souffrir. Qu'il sache que je reste debout et droit dans mes bottes. Pendant ce temps, Arloning, lui, médite son sort qui lui est réservé à la police, gardé à vue depuis hier. L'activiste a été convoqué hier. On lui reproche d'avoir diffamé et tenu des propos contraires aux bonnes mœurs, indique le quotidien. Sadik Top, à la suite de Abbas Fall, dans Vox Populi, confie que la récréation a trop duré. Le pouvoir a décidé de ne plus se laisser faire. L'observateur lui informe que Farbangom se bat pour recouvrer la liberté. Il a fait déposer une nouvelle caution. Le journal constate que la requête a été adressée à l'agent judiciaire de l'État depuis hier par ses avocats. Le dossier des 31 milliards et la nouvelle stratégie après le rejet de la première caution. Le maire des Agnam suspendu au rapport du médecin du pavillon spécial. Justice toujours avec l'examen du projet de loi pour le transfèrement des détenus entre le Maroc et le Sénégal. Pour l'AS, notre pays va au chevet de ses fils en conflit avec la loi au Maroc. Point Actu informe que plus de 300 Sénégalais croupissent dans les prisons marocaines. Boubacar Saïd d'Horizon Sans Frontières s'en félicite. Il confie au journal que c'est un bon début. Seulement, il faudra élargir la coopération à d'autres pays et créer un ministère plan. Titre de l'info, lueur d'espoir pour 299 détenus, mais une trentaine de détenus préfèrent pour le moment purger leur peine au bercail. En tous les cas, les députés examinent le projet de loi aujourd'hui. Le confrère informe que le président Macky Sall n'est pas concerné. C'est une loi pour les migrants, pointe le quotidien, vers une nouvelle ère judiciaire bicheronne du cours sud quotidien. Le journal Enquête fait focus ce matin sur un mariage dangereux au Sénégal, un mariage de la mort, politique et business qui ne font pas bon ménage sous nos cieux. De Macky Sall à Bassirou Diomaye Faye, le journal explique comment les régimes politiques font et défont les empires économiques. Focus du journal sur Tahirou Sarr, Mohamed Ansar, Pape Mamadou Pouy, des hommes d'affaires sénégalais dont les fortunes ont vacillé avec la chute de leurs parrains politiques Atepa Goudiaby et Serigne Mboup, les rares qui ont traversé tous les régimes sans encombre. À la une du journal Le Quotidien, déposition des villas, Faïsal, la cité qui cache la forêt, d'autres résidences pourraient être concernées, note la publication. Le journal Libération note que les dessous de la vaste offensive de la Sogepa, Libération indique que 54 bouts amphithéotiques ont été résiliés entre la cité Faïsal, Mermoz, Point E et Fan Résidence. Electronic Corp et Beko vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue. À 12h38 minutes, nous allons débattre de l'interdiction de sortie du territoire national. Avec cette question, quel encadrement pour bien naturellement préserver les intérêts du Sénégal, de l'État, tout en respectant et en protégeant les droits des personnes concernées. Pour tenter de répondre à ces questions, nous sommes avec nos deux intervenants du jour. Denis Ndour, bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Vous êtes le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, LSDH. Bonjour El Amat Thiam. El Amat Thiam que nous allons peut-être retrouver dans un petit instant. Il est notre deuxième intervenant, juriste, président de Justice sans frontières. Mais commençons avec vous, Denis Ndour. On reviendra sur les aspects, disons, juridiques de ces mesures d'interdiction de sortie du territoire national. Mais ce qui fait polémique le plus, c'est le côté un peu humain, le côté un peu
spectaculaire, le côté politique de la chose, avec toutes ces autorités qui se sentent humiliées quand elles arrivent à l'aéroport. Soit on les débarque, soit on leur interdit l'accès à l'espace international. Comment faire en sorte que les actes puissent être respectés, administratifs ou judiciaires, tout en préservant quand même l'honorabilité et les droits, surtout les droits humains des personnes concernées? Oui, dans un premier temps, Souleymane, permettez-moi de dire que la justice n'a pas vocation à humilier une personne humaine. La justice joue son rôle d'arbitre, de régulation, de s'assurer à ce que les normes d'une société soient bien respectées, mais la justice n'a aucune vocation de manquer de respect à un individu ou de l'humilier. Alors, maintenant, dans la pratique de la justice, il peut arriver que dans la procédure, parfois, les procédures ne sont pas bien respectées, où il y a des vices de procédure, et cela peut entraîner justement des questions de frustration, voire même des questions d'humiliation. Et ça, pour nous, en tant qu'acteurs de droits humains, nous réfutons cela et nous condamnons cela de façon très ferme. Pour nous, la première chose à respecter, c'est ce qu'on appelle la notification. Donc, normalement, il y a l'acte de notification d'une personne qui est interdit de sortir du territoire. Maintenant, le débat sera, est-ce que cet acte d'interdiction, de notification, on décerne ça à la personne bien avant qu'il ait l'intention de voyager? Mais c'est bien ça la question, parce qu'il y a une notification, sauf que dans le cas d'espèce, c'est à l'aéroport qu'on lui a notifié cela. Justement. Donc c'est pourquoi nous dénonçons que le fait de le donner à l'aéroport, ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Si déjà le juge a des soupçons ou en tout cas des raisons pour dire que telle personne ne doit pas sortir du territoire, cette personne-là devrait être en amont, être informée pour que la personne n'ait pas les tentatives de sortir du territoire. Je rappelle que concernant l'interdiction de sortie, il y a des critères. Les critères peuvent être liés du fait qu'on n'a pas confiance que la personne, une fois dehors, peut ne pas revenir. Et donc ça, c'est l'appréciation du juge. Donc les poursuites peuvent être des poursuites pénales, ça peut être pour des raisons de terrorisme, ça peut être pour des raisons de trafic de drogue, ça peut être aussi même sur le plan administratif pour des prévisions d'ordre troubles à l'ordre public ou des soupçons d'insécurité nationale. Donc pour garantir tout cela, le juge peut dire la personne ne doit pas sortir. On peut même aller plus loin parlant même de garantie de l'exécution d'obligations fiscales. Par exemple, dans certains pays, vous pouvez vous retrouver avec des cartes de crédit à en finir, des dettes à en finir. On ne peut pas vous laisser sortir du pays tant que vous ne payez pas votre dette. Donc, nous, on ne connaît pas le contenu de la notification. Donc, on ne peut pas faire une appréciation dans le fond, dans le contenu, sur le plan juridique pour dire, oui, est-ce que c'est légal ou c'est pas légal? Mais sur la forme quand même, c'est là où il faut corriger. Et ce n'est pas la première fois, il y a eu quelques temps derrière, ou quelques mois, où c'était encore présenté avec le cas de notre ministre. Exact. Bon, vous savez, je vais appeler un peu la jurisprudence de l'affaire Karim Wade avec la Cour de justice de la CEDEAO, qui avait en son temps prononcé une décision disant que l'interdiction de sortie du ministre Karim Wade n'était pas légale dans la mesure où non seulement il y avait l'absence de notification, mais également l'État du Sénégal avait violé son droit de présomption d'innocence. Et deuxièmement, étant ministre, le rôle de poursuite incombe à la Haute Cour de justice. Et vous savez, notre Haute Cour de justice, même si on a déjà nommé cette Haute Cour-là, cette Haute Cour n'a pas encore commencé à fonctionner. On n'a pas encore eu des accusations, ou en tout cas, on n'a pas encore eu
La Cour n'est pas encore fonctionnelle sur des sujets. Donc, si lui, en tant que ministre, on doit le convoquer, normalement, ça devrait émaner d'une poursuite venant de la Haute Cour de justice. Par contre, si ça vient du parquet, là, le parquet doit donner effectivement des notifications. Voilà, des notifications. N'est-ce pas? Beaucoup de questions. En tout cas, merci à vous, Denis Ndour, vice-président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Je pense que vous avez été exhaustif sur cette question. Venons-en maintenant à El Amat Thiam, juriste et président de Justice sans frontières. Bonjour, El Amat. Bonjour, M. Nyan, ça va? Alors, on a soulevé beaucoup de questions de forme, de fond, mais d'abord sur les aspects juridiques. Quels sont les fondements juridiques d'une interdiction de sortie du territoire et dans quelle catégorie d'actes peut-on placer ces décisions d'interdire la sortie du territoire à un citoyen? Bon, vraiment, vous savez... les actes d'interdiction et toute interdiction de liberté ou toute décision d'interdiction de liberté d'aller portant sur des libertés fondamentales doit être notifiée, doit être motivée ou notifiée à l'administration. C'est encadré sur le plan constitutionnel et c'est encadré sur le plan législatif. Au plan constitutionnel, nous avons dans notre corpus même constitutionnel, à son article 91, qui dispose que le pouvoir judiciaire est gardien des droits et des libertés définis par la Constitution et la loi. Et plus loin même, si vous allez même dans cette même question à son article 8, il dit que le droit d'aller et de venir incombe à tout citoyen, c'est-à-dire qui n'a pas maille à partir avec la justice. Donc, a priori, vous savez que même dans les conventions sous-régionales, vous pouvez avoir peut-être les conventions internationales, on peut avoir la Déclaration universelle des droits de l'homme et d'autres conventions ratifiées par le Sénégal même, qui dit que toute personne qui fait l'objet d'une interdiction ou d'une mesure restrictive de liberté doit être notifiée, doit motivée et notifiée. Et là, ça dit que pour les voir à l'évolution, ça, c'est ce qu'on appelle les interdictions administratives. En dehors de ces interdictions administratives, on peut avoir aussi d'autres interdictions qui relèvent de la justice, c'est-à-dire qui relèvent du pouvoir judiciaire. Et donc les deux sont possibles. Les deux sont possibles, mais sur le plan administratif, j'y viendrai. Mais je vais dire, donc, a priori, c'est un juge. Toute restriction de liberté doit émaner du juge. Parce que c'est la Constitution qui le dit à son article 91, qui dit que le juge est le gardien et le dernier rempart contre la liberté des individus. Donc, sur ce plan-là, on peut dire que sur le plan constitutionnel, sur le plan de la Constitution, c'est réglé. Mais sur le plan de l'aspect judiciaire, même le juge, quand il interdit une personne de ne pas sortir du territoire, mais il se fonde sur la base des dispositions du Code de procédure pénale qui encadre la procédure pénale, parce qu'on ne peut pas parler d'une procédure pénale en parlant du juge, du procureur, sans pour autant aussi émettre ou bien faire fi des droits de la défense, parce que les droits de la défense font partie intégrante maintenant d'une procédure pénale. Sinon, on peut tout dire, sauf une procédure normale. Autrement dit, la notification doit se faire bien en amont pour laisser le temps quand même à la personne concernée d'organiser sa défense. Très bien, c'est ça. Voilà pourquoi en droit administratif, on dit que l'administration a le droit d'interdire toute personne de restriction de liberté dans 4 choses. Dans 4 cas de figure, seule l'administration peut interdire une personne de circuler ou de sortir du territoire. C'est lorsque vous avez un contentieux avec la douane ou avec la fiscalité, avec les fiscs. Soit en cas d'épidémie, comme le Covid qui était là, vous avez dit pendant le Covid, on avait interdit, toutes les personnes ne peuvent pas sortir du territoire. Et puis, on ne peut pas aussi venir au Sénégal. Ça, c'est tout à fait évident. L'administration peut prendre des mesures préventives pour protéger ses citoyens. Troisième cas de figure, c'est en cas de menace grave portant sur la sécurité nationale. C'est-à-dire en cas de coup d'État ou en cas d'atteinte à la sécurité de l'État, en cas d'acte de terrorisme. Là, le ministre de l'Intérieur peut prendre des mesures idoines pour dire que ces personnes-là, ou bien une liste de personnes, ne peut plus quitter le territoire national. Ça, c'est 3. Et quatrième cas de figure, c'est en cas d'état d'urgence ou état de siège. Tout ça aussi, ça rentre dans le cadre sécuritaire. Mais en dehors de ces cas-là, seul le juge peut interdire une personne sur la base de l'article 127 à 129 du Code de procédure pénale, organisant ce qu'on appelle les mesures restrictives de liberté à une personne de ne pas sortir. En dehors de ces cas, l'administration, lorsque maintenant, l'administration peut dire à une personne, tu ne peux pas sortir du territoire, mais il doit faire l'objet d'une notification, sinon il y a une violation des droits de la défense. Donc c'est moins un problème d'encadrement juridique, disons, qu'un problème d'application. C'est un problème d'application, pas un problème d'organisation juridique, parce que les lois qui ont les libertés d'aller et de venir sont là, mais c'est un problème d'applicabilité. Même si une personne est soupçonnée d'avoir commis des prévarications, des malversations, fraude fiscale ou corruption, ça dépend de ce que vous voulez appeler l'autorité judiciaire ou l'autorité administrative. Mais lorsqu'il peut se déplacer, il a le droit de se déplacer de facto. Mais l'essentiel, l'autorité, il a l'obligation
de lui notifier que voilà pourquoi les raisons pour lesquelles tu ne veux pas sortir du territoire. Mais à partir de cette décision-là, motiver et notifier cette personne-là concernée, parce que l'administration est écrite par nature. Cette personne-là peut prendre la décision et l'attaquer devant le juge administratif. Mais justement, j'allais vous poser la question des recours que peut faire un citoyen qui se sent lésé, dont les droits ont été violés selon ces citoyens dans des cas de figure pareils. Effectivement, il peut, s'il n'y a pas de notification actuellement, il n'y a pas de notification, mais il peut aller se rendre dans les lieux où on lui a interdit de bouger ou de sortir ou de traverser ce périmètre, accompagné d'un huissier. Le policier va constater ce refus-là. Et à partir maintenant de ce constat de refus-là, il va saisir par requête le juge de la liberté, qui est le juge administratif, la chambre administrative de la Cour suprême, pour demander est-ce que l'administration a tort sous la raison de prendre une telle mesure, alors qu'aucune poursuite n'a été encore déclenchée. Jusque-là, il n'y a aucun acte de procédure qui a été posé. Donc l'administration, je ne verrai pas les conditions dans lesquelles l'administration refuserait une personne de circuler, sauf s'il n'a pas notifié la décision. Merci à Alamat Thiam, merci à Denis Ndour, vice-président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Alamat Thiam, juriste, président de Justice sans frontières. Le débat se poursuivra en Wolof tout à l'heure. C'est la fin de cette édition à 12h50. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et m'a aidé à la présenter. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, à la réalisation Mamas Toukan, à la mise en onde Abdoulaye Diop, Maïssa Mbaye au digital, à la production Ali Ouba et Amadi Ndiaye. À 13h, le grand journal en Wolof.